Bonjour et bienvenue à l'Érable approfondi. Aujourd'hui, nous nous occuperons des sujets suivants. La conférence de presse du 14 février 2024 du groupe féministe Allié et l'implication sociale de la maison de production de jeunes camions pour préserver la langue française. Nous vous présentons une conférence de presse pour souligner les activités qui précèdent à la Journée internationale des femmes de vendredi le 8 mars 2024. Il s'agit d'une conférence organisée par le comité féministe de la Maison des femmes de Bois-Franc et le secteur des femmes érables, en collaboration avec l'Alliance pour des luttes inclusives, éducatives, engagées et solidaires Alliées. L'annonce a eu lieu mercredi le 14 février 2024 dans le bureau central du comité d'accueil international de Bois-Franc qui fait partie de l'Alliance Alliée. Les autres organismes qui les forment sont Mère au Front Arthabasca Érable, Maison des femmes de Bois-Franc, Femmes à Benakis et Solidarité Nord-Sud de Bois-Franc. Nous commençons maintenant avec le début de la déclaration de l'Alliance féministe Alliée. Mesdames et messieurs les journalistes, je m'appelle Danielle Leblanc, je travaille à Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et vous êtes ici réunis aujourd'hui pour notre grande annonce. La Journée internationale des droits des femmes 2024 sera un micro ouvert avec une DJ de feu pour célébrer les femmes. Un événement organisé par le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs, le secteur Femmes érables, en collaboration avec les Alliés. Les Alliés rassemblent des actrices de changement issues de la Maison des femmes des Bois-Francs, le Comité d'accueil international des Bois-Francs, Mère au Front Arthabasca Érable, les femmes à Benakis et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Donc, l'événement se déroulera le 14 mars à 19h au complexe hôtelier du Pré de Princeville. Je voudrais donner tout de suite la parole à Mme Claire Guimont du comité Femmes érables. Bonjour. Il y a 3 ans, la pandémie a amené le comité féministe et le secteur Femmes érables à mettre leur énergie en commun pour la réalisation de la Journée internationale des droits de la femme. Merci, Mme Guimont. Notre événement débutera donc par un micro ouvert et tout de suite, Julie-Ève nous donnera donc les détails de ce cabaret. Donc, Julie-Ève. Alors, cette grande soirée interculturelle débutera par un micro ouvert auquel toutes les femmes sont invitées à participer en offrant une prestation de moins de 5 minutes. Donc, ça peut être de la danse, du chant, de la musique, de la poésie, du slam, du théâtre. L'imagination est ouverte. Et l'invitation est lancée aux femmes de toute origine, identité, religion et langue dans le respect et la célébration de la diversité. Participer à un micro ouvert, ça donne de l'énergie, ça crée une chimie entre nous, que l'on soit né ici ou ailleurs dans le monde. Cet échange riche de découvertes et d'émotions nous remplit d'espoir et de puissance. Merci. Julie-Ève Proulx fait partie du comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs. Maintenant, écoutons Mariella Groubert du comité d'accueil international des Bois-Francs. Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Mais pour moi, c'est très important que les femmes immigrantes aient accès à un espace pour oser s'exprimer. Pour nous, en tant que femmes immigrantes, c'est essentiel pour mieux vivre ensemble entre les Québécoises et les Québécoises. Merci, Mariella. Et merci de nous recevoir ici au comité d'accueil international. La deuxième partie de notre soirée du 14 mars mettra en vedette une DJ. Son nom de scène, c'est DJ Georgette. De son vrai nom, Émilie Scahan, elle a reçu en octobre dernier le prix Artiste de l'année du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle nous promet de mettre le feu à la deuxième partie de cette soirée. Autrice, compositrice, chanteuse, DJ, animatrice, féministe et artiste accomplie, elle mène une carrière internationale tout en s'activant dans notre région. Et puisqu'il n'y a presque plus d'endroits pour danser, les organisatrices ont décidé d'offrir ce moment festif en cadeau.
Alors, DJ Georgette ou Émilie, comment est-ce qu'on doit vous appeler? À vous la parole. Elles sont interchangeables, les deux noms. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je trouve ça inspirant et extraordinaire de voir du féminisme intersectionnel et intergénérationnel en région. Ça m'allume et j'ai très, très hâte pour cette soirée et je vous promets effectivement une soirée fulgurante, un DJ set de feu, quoi. Merci Émilie. Alors, comme vous le voyez, un micro ouvert et une DJ de feu, ce sera une soirée magnifique. On parle de feu, c'est pas par hasard. J'invite Suzanne Labrie, la coordonnatrice de la Maison des femmes des Bois-Francs, à vous présenter le thème de cette année pour le collectif national du 8 mars qui s'intitule « Ça gronde ». Suzanne? Oui, alors bonjour tout le monde. Oui, avant justement d'aller vous présenter cette belle affiche « Ça gronde », j'aimerais pouvoir vous signifier qu'au Québec, à chaque année, la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion justement de dresser un bilan des progrès qui ont été réalisés, d'appeler à des changements, puis de souligner aussi les actes de courage. Maintenant, cette thématique-là, elle est choisie justement par notre collectif national et c'est le collectif qu'on interpelle le collectif 8 mars. Donc, à ne pas confondre avec notre activité qui aura lieu le 14 mars. Et maintenant, voici notre affiche. Donc, le thème « Ça gronde », donc, il a été choisi parce que ça gronde en dedans, ça gronde en dehors. Partout, il y a les inégalités, les violences, les crises, crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de la confiance en nos systèmes. Notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines, par nos pleurs, mais non, il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes et des autres, s'alimente de l'indignation des autres. Ça gronde, ça bouillonne, ça fulmine, ça explosera, mais ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser, de ce feu qui peut tout changer. Et cet extrait que je viens de vous lire, c'est celui du collectif national du 8 mars. Merci infiniment. Merci Suzanne. Pour les informations en détail, je redonne la parole à Mariella qui va nous dire donc comment ça va se passer, où et quand et à quelle heure. Mariella. Donc, c'est une activité gratuite, s'adresse à toute la population. C'est un micro ouvert réservé aux femmes. Inscription avant la soirée. L'ouverture des portes va avoir lieu à 18h30. Les micros ouverts commencent à 19h. Puis les DJ commencent à 21h. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'inscription au micro ouvert avant la soirée au 819-758-9928. Puis si vous n'avez pas de voiture, il y en a la possibilité de covoiturage avec une inscription requise au téléphone 819-758-3384. Merci Mariella. Cet événement ne peut pas se faire sans partenaires financiers. Nous sommes très chanceux cette année. Donc, Marie-Claude Goudreau, qui devait être ici aujourd'hui, donc elle a dû s'absenter pour maladie. C'est donc elle qui a fait toute cette recherche des partenaires financiers. Bon, Suzanne de la Maison des femmes va nous faire la liste des personnes qui ont bien voulu être nos alliés dans ce projet. Suzanne? Oui, alors un immense merci à Desjardins, au syndicat des enseignants, des enseignantes du Cégep, à l'AREC, qui est l'Association des retraités de l'éducation du Québec, à la PTS, acronyme à nouveau, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et services sociaux, l'organisme Volte-Face pour les femmes et enfants au niveau de la victime conjugale, Solidarité Nord-Sud, et puis le CAIBF qui nous accueille aujourd'hui, merci infiniment, et bien entendu la Maison des femmes des Bois-Francs. Merci Suzanne. Si vous voulez avoir plus de détails, les sites internet de nos organismes respectifs pourront vous en fournir, de même que nos pages Facebook. Donc, les numéros à retenir
pour s'inscrire au micro ouvert, soit par courriel auprès de moi à Solidarité Nord-Sud, communication, snsbf.ca, ou encore auprès des travailleuses de la Maison des femmes pour le covoiturage notamment et toute autre information. Vous aurez donc tous les détails de ça, comme je le disais, sur nos sites web et nos pages Facebook. Et pour terminer ce point de presse, eh bien, nous avons demandé à différentes femmes de différentes organisations de vous dire, dans leurs mots, pourquoi elles veulent s'impliquer pour une journée qui souligne la Journée internationale des droits des femmes. Farida? C'est pour souligner les actes de courage des femmes. Merci Farida, qui est la directrice du Comité d'accueil international. Merci de nous recevoir chez vous. Claire, pour quelle raison? C'est pour s'amuser, s'exprimer, rire, pleurer, danser, tous ensemble. Yes. Suzanne? Oui, alors c'est pour se rallier justement dans un élan à toutes nos sœurs, puis dans un élan vraiment de sororité. Juliette? Pour rappeler à des changements de société. Mariela? Pour unir nos forces et construire un monde égalitaire. Et moi, je vous dirais que, en ce moment, ailleurs dans le monde, nous pensons à toutes celles qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Elles vivent des inégalités, des injustices, les mariages forcés, les violences, et ça simplement parce qu'elles sont des femmes. Et c'est pour ça qu'on va célébrer la vie des femmes ici. Et en passant, en ce 14 février, je vous le dis, les femmes veulent plus que du chocolat et des fleurs. Elles veulent du respect. Elles veulent de l'équité et elles veulent vivre libres. Mesdames et messieurs les journalistes, est-ce que vous avez des questions? Dans la région Bois-Franc-Érable, si on revient la dernière année, qu'est-ce qui est positif du côté des femmes? Qu'est-ce qui est négatif? Faites-moi un petit bilan. C'est une bonne question, vous allez me dire. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui s'est détérioré? C'est quoi les dossiers principaux qu'on devrait surveiller du côté du droit des femmes? Bien certainement, en tout cas, je vais parler au nom de la Maison des femmes des Bois-Francs, puis toute organisation en conditions féminines par rapport à la violence conjugale ou toutes les formes de violence. Je pense entre autres au féminicide. C'est pas une chose du passé. Il y a des actions qui ont été faites dans nos propres communautés pour dénoncer justement cette situation et de voir comment est-ce qu'on pourrait remédier à la situation avec les moyens qui sont les nôtres, avec nos petites actions, nos mobilisations, etc. Maintenant, c'est sûr qu'avec la thématique ça gronde, ça vient dire encore que le travail n'est pas terminé. Ça vient dire qu'on poursuit encore nos actions pour arriver à cette notion d'égalité. Puis la condition féminine, je pense qu'elle a encore sa place en 2024 sous tous les enjeux vécus par les femmes, que ce soit en santé mentale, la santé physique, toutes les formes de violence. Je pourrais en nommer plusieurs, mais je crois qu'il y a des enjeux, la santé mentale aussi, je ne sais pas si je vais nommer. Donc, ce sont tous des enjeux sur lesquels je crois qu'on doit continuer à prendre les armes d'une certaine façon. Puis je pense que les femmes ne sont pas démunies pour faire avancer justement les causes puis prendre la parole. Dans le plan d'immigration, le ministère de l'immigration, de la francisation, il a mis en place le projet Ici Femmes. Nous sommes au Québec 15 Ici Femmes. C'est des intervenantes interculturelles qui sensibilisent les femmes par rapport à tout type de violence. Donc, violence conjugale, violence verbale, physique, etc. Donc, le fait d'avoir une Ici Femme dans chaque organisme qui accueille les immigrants fait en sorte que les femmes vont être au courant de tous ces droits puis de toutes ces obligations qu'elles pourraient avoir dans la terre d'accueil. Donc moi, je trouve que c'est positif. Maintenant, il y en a des Ici Femmes un peu partout dans la province qui fait en sorte que les femmes immigrantes, à la place de rester isolées, sans ressources, ils vont pouvoir s'informer de tous ces droits. Moi, je voulais ajouter que
ce qui peut être, ce qui est positif dans la dernière année, c'est sans doute l'élan de solidarité avec la création des alliés, tout simplement. Tu sais, je pense qu'entre femmes, en ce moment, on se tient, on se parle, on est présentes l'une pour l'autre, puis ça, je pense que c'est vraiment un plus pour notre ville puis notre région. C'était justement une question que je me posais. C'est un nouvel organisme, c'est un nouveau regroupement. Hein? Nous avons lancé cette alliance le 24 novembre 2023. OK. Et la naissance des alliés, c'est pour ça. En fait, des femmes qui travaillent dans des organismes où il y a dans la mission de base la défense et la promotion des droits des femmes ici dans la région Bois-Franc-Érable, mais de différentes façons. Alors, nous nous appelons des actrices de changement pour la promotion et la défense des droits des femmes. Ça va être votre première activité officielle? La première activité officielle a eu lieu le 6 décembre dernier pour la commémoration de la tuerie de Polytechnique. Ah oui, d'accord. C'est votre deuxième? Oui. OK. Puis est-ce que tu peux nommer les groupes qui font partie des alliés? Alors, les alliés actuellement rassemblent des actrices de changement de la Maison des femmes des Bois-Francs, le Comité d'accueil international des Bois-Francs, Mères au front Arthabasca-Érable, les femmes abénaquises et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Florence Bénédicte ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais elle fait partie des alliés. Elle est sur le conseil de bande d'Odanak et elle fait partie de Femmes autochtones du Québec. Donc, les alliés rassemblent ces femmes-là, de ces organisations-là. Et oui, nous sommes là pour la défense et la promotion. Et comme le dit le slogan de Mères au front, nous bercerons d'un bras et nous brandirons l'autre. Merci beaucoup. On vous invite à être des nôtres le 14 mars prochain. Alors, du côté de Princeville, le complexe hôtelier du Pré, une grande soirée de prise de parole des femmes, de toutes les femmes, et une soirée de danse avec la magnifique DJ Georgette. Merci beaucoup. À bientôt. On fait Noël sous les couverts. On fait Noël à la maison. On fait Noël sous les couverts. On fait Noël à la maison. Quel est le style de votre musique que vous jouez? Alors, je fais de la musique franco-pop. Mon père, une fois, il y a quelques années, il a dit que c'était du sensual chill, ce que j'ai dit, drôle de commentaire venant de son papa, mais c'est des chansons qui abordent l'amour, qui abordent la féminité, la sensualité et la force. Vous aviez gagné quoi comme prix? Alors, cet automne, j'ai gagné Artiste de l'année de la part du Conseil des arts et lettres du Québec, le CALC, et Culture Centre du Québec. Avant de devenir DJ, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, ça fait 15 ans que j'œuvre en musique. Alors, ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire des DJ sets, mais avant ça, j'étais autrice, compositrice, interprète, ce que je suis toujours. La maison, on fait Noël sous les couverts. On fait Noël à la maison. Danielle Leblanc, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Je suis adjointe aux communications et aux programmes éducatifs. Donc, moi, j'ai fait de la sensibilisation et de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Je peux dire que j'interviens dans les écoles pour faire des animations jeunesse, donc secondaire et cégep, à chaque année. Et nous, on met de l'avant, avec notre association, on a beaucoup de documentation pour les Journées québécoises de la solidarité internationale. À chaque année, c'est en novembre. Et notre association est forte de 74 organismes de coopération internationale. Alors, on a beaucoup de documentation, avec beaucoup de références, avec beaucoup de recherches. Et c'est comme ça qu'on prépare à chaque année. En réunion, tout le monde ensemble, on fait beaucoup de Zoom. Et parfois, on se voit aussi en personne, mais bon, et on travaille beaucoup sur un thème différent chaque année. Donc, cette année, c'était la souveraineté alimentaire. Mais à chaque année, c'est différent, justement pour amener de l'avant les enjeux qui concernent la solidarité et la coopération internationale.
Mon travail consiste vraiment à faire de la sensibilisation ici, dans la région. Oui, je vais traiter de ce qui se passe ailleurs, mais pour faire des liens avec ici. On parle de souveraineté alimentaire cette année. Donc, c'est sûr que je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'alimentation ici puis faire des liens. J'ai fait une causerie le 1er février dernier et ça s'appelait Café, banane, chocolat, on ne s'en passerait pas. Et pour dire, en fait, que les aliments qu'on mange, notamment pour le petit déjeuner, mais ça ne pousse pas au Canada. Ça vient de où? Et quelles sont les conditions de vie, de travail des gens qui cueillent le café que nous, on boit à chaque matin? Ce sont des choses qu'on ne sait pas, dont on n'est pas conscient, mais ça nous regarde. Parce que au niveau social, eux ont des salaires de misère, bien souvent, sont pas bien traités aussi dans le cadre de leur travail, mais que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la mode, le fast fashion, tout ce qui se passe ailleurs par des compagnies canadiennes parfois. Moi, j'ai beaucoup plus parlé de ces enjeux-là dans mon travail de sensibilisation. On dit qu'on fait de l'éducation à la citoyenneté mondiale à cause de ça. De faire comprendre aux gens que ce qu'on a dans notre assiette ou les vêtements qu'on porte, ça tombe pas du ciel. Et souvent, c'est pas fabriqué au Canada. C'est fabriqué dans des pays où les droits humains sont pas respectés et où l'environnement est pas respecté. Parce que moi, à la base, nous sommes un organisme de coopération internationale. À la base, la mission, c'est ensemble pour la défense et la promotion des droits humains, droits des femmes et égalité des genres et environnement. Et tout mon travail tourne autour de ça. Mais moi, je m'adresse aux Québécois d'origine, aux Centricois et Centricoises d'origine, parce que Solidarité Nord-Sud, c'est un organisme du centre du Québec, donc les 5 MRC. Et dans ce cas-ci, pour le 14 mars, c'est vraiment les droits des femmes qui sont mis de l'avant. Donc, c'est la partie de mon travail où je parle des droits humains et des droits des femmes plus particulièrement. De parler aux gens des enjeux qui les touchent, comme l'alimentation. Alors qu'ici, pendant la pandémie, on a vu pour une première fois, peut-être dans notre vie, des tablettes vides à l'épicerie. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas habitué à ça. Mais si on comprend que les multinationales de l'alimentation nourrissent seulement 30% de la population mondiale, ça veut dire que c'est l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie. Donc Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça. Mais le reste du monde, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, toute l'Afrique, toute l'Asie, ils n'ont pas nécessairement des grandes épiceries comme nous avec toutes les denrées qu'on peut y trouver à l'année. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas pour la plupart des pays riches et les multinationales de l'alimentation, mais ils vont vendre leurs aliments là où il y a de l'argent. Donc, les inégalités se dévoilent comme ça, en regardant qui fait du profit. Il faut toujours se demander, mais ça profite à qui, ça, cette affaire-là? Donc, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, peu importe. Quand on est capable d'acheter équitable, ça fait une différence. Est-ce que vous avez en place des projets particuliers pour les femmes? Alors, pour les femmes... moi, mon implication ici, je dis moi parce qu'on est deux à Solidarité Nord-Sud. Ma collègue qui est la coordonnatrice, Isabelle Sanson, elle s'occupe beaucoup plus des projets au Sud, justement, avec nos partenaires à l'étranger. Moi, je m'occupe beaucoup plus du côté nord de Solidarité Nord-Sud, à faire de la sensibilisation, de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et dans ce cas-là, je travaille à la promotion et à la défense des droits des femmes. C'est certain que, tout à l'heure, en conférence de presse, je disais que pour moi, pour Solidarité Nord-Sud, de s'investir dans l'organisation d'un événement public pour toute la population, donc en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, c'est de faire comprendre aux gens que nous, ici, en tant que femmes, on a une vie libre. On travaille, on peut aller voter et vous voyez ce que je veux dire, j'en pense. Mais ailleurs, dans plein d'autres endroits, c'est différent. Ces femmes-là ne sont pas au travail. Elles doivent porter certains vêtements que nous ne portons pas ici et elles ont énormément de contraintes et c'est les mariages forcés et les violences. Et bon, vous voyez ce que je veux dire? En fait, elles vivent des inégalités et des injustices simplement parce qu'elles sont des femmes. Il n'y a pas d'autre raison.
elles ne sont pas égales de l'homme, loin de là. Il n'y a aucune équité, il n'y a aucune justice. Et quand moi, je travaille à Solidarité Nord-Sud pour la Journée internationale des droits des femmes, ben je pense à ça constamment. Si moi j'étais une femme en Afghanistan, je ne serais pas au travail et j'aurais pas les droits que j'ai. Donc ici, ça semble acquis, ça semble simple, ça semble évident. Mais on peut juste regarder aux États-Unis, depuis quelque temps, il y a des endroits où on ne peut pas se faire avorter. C'est vrai. Ouais. Donc les droits des femmes reculent. Ouais. Plus il y a des dirigeants à droite et extrême droite dans le monde, plus les droits des femmes et égalité des genres aussi, plus les droits reculent. Les droits humains sont en recul en ce moment dans le monde et ça continue. Donc spécifiquement pour ce qui a trait aux femmes, c'est extrêmement important pour nous de s'impliquer, pour dire aux gens, écoutez là, ça ne veut pas dire que parce que ça va bien maintenant que ça ne pourrait pas changer. Regardez c'est important d'aller voter, c'est important de s'informer, de s'investir. C'est important que les femmes se lancent en politique. C'est important que les femmes revendiquent. Vous savez, ça, c'est Mère au front. Arthabasca érable. Le slogan, c'est « Nous bercerons d'un bras et nous brandirons l'autre ». Ça veut dire qu'on fait de la politique. Ça veut dire qu'on fait des plaidoyers auprès des gouvernements, justement pour dire il est temps de respecter les droits des femmes et l'environnement. Quelle est la position de Mère au front Arthabasca érable par rapport aux droits des femmes? C'est une très bonne question. On n'a pas de position précise écrite, mais on s'inscrit plutôt dans le féminisme environnemental où on a cette conscience-là de comprendre qu'il y a des réalités pour les femmes dans les changements climatiques, puis comment se transforme notre environnement, nos territoires, comment ça peut affecter les femmes. Fait qu'on va être attentive à ça. Ça fait en sorte que oui, ça nous allume sur un regard sur les enjeux. Là. Par exemple, ce qui se passe à Rouyn-Noranda avec la fonderie Horn, c'est beaucoup le Mère au front là-bas qui ont mis un peu de gaz, si je peux m'exprimer ici, ou d'essence là, dans le mouvement pour lui donner une impulsion pour aller plus loin, parce que ça touche les bébés à naître, ça touche les femmes enceintes qui font plus de fausses couches. Fait que, tu sais, le fait de dire, on est Mère au front, ça donne cette dimension-là que peut-être qui était moins vue avant, mais là, on va le décrire plus. Puis on va être aussi consciente que dans certains pays, si la source d'eau potable et tout le temps plus loin, ça expose les femmes à des violences parce que si elles ont à marcher plus longtemps pour aller chercher de l'eau ou pour aller chercher du bois, etc., elles sont plus victimes de viols, de violences, etc. Fait que ça aussi, ça fait partie de ce de quoi on s'en concernait. Quel serait l'idéal que vous voudriez voir dans les enfants de votre génération par rapport au développement des femmes? Je pense que c'est de voir l'ensemble du vivant comme justement un ensemble puis un écosystème. Fait que si on domine la nature ou si on domine les femmes, ou si on domine une autre catégorie, c'est du même acabit dans le sens qu'on est en train de dominer la vie puis de taire une partie. Fait que c'est peut-être d'insuffler cette conscience-là aux plus jeunes, de dire t'as le droit d'exister, de t'affirmer, mais en respect avec les autres, en respect avec la nature. C'est un peu pour nous la même chose dans le fond. Est-ce que le changement climatique affecte les femmes d'une manière particulière? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on peut le voir dans différents... il y a les exemples que j'ai donnés tout à l'heure là, sur la transformation du territoire. Pour certaines femmes, ça va être un enjeu important là, selon les réalités. Mais même ici, étant donné que les tâches ménagères ou autour de l'organisation de la famille, souvent, on est encore dans
on n'a pas atteint la parité, on est encore dans une configuration où c'est les femmes qui prennent plus la responsabilité, par exemple, de faire les courses. Ben, si on parle, on dit, OK, il faut consommer plus en vrac, il faut consommer plus bio, ben, par exemple, aller chercher du vrac, ça demande de l'organisation. Fait que c'est du temps de plus. Fait que ça, si déjà, une famille, c'est la femme qui s'occupe de ça, ben c'est un poids de plus sur ses épaules. Puis c'est ce qu'on a vu beaucoup quand on parle de consommer local, le zéro déchet, tout ça, c'est toutes des choses qu'on prône, mais on se rend compte que ben ça ajoute au fardeau puis le terme me revient pas, à la charge mentale des femmes, c'est ça. À la charge qui est prise des femmes. Fait que c'est de dire qu'on a à prendre des décisions individuelles, mais on se rend compte que c'est les femmes qui le portent plus. Fait que ça a une incidence en ce sens-là. Pas de problème. Quelles sont les activités que Mères au front Arthabasca Érable organise pour les femmes de la région? Nous, on organise des activités qui sont souvent pour toute la population, à toutes les personnes qui veulent embarquer. On va faire, par exemple, une activité qui s'appelle Pour la suite du monde, qui est au solstice d'été, où là, c'est un moment où on va émettre nos opinions, on va faire une rencontre pour dire justement que pour le vivant, pour la suite du monde, on veut être là, être présente sur la scène politique, dire notre opinion, puis on invite, c'est comme une mobilisation. Après, il y a des activités, on a fait par exemple la chaise des générations, on a invité la population à venir avec nous, les enfants avaient décoré des chaises, puis on les a amenés dans les différents conseils municipaux de la région, et on demandait aux élus de considérer, donc d'installer la chaise à leur table, puis de toujours considérer les générations futures dans leurs décisions. Fait qu'on va faire souvent des actions comme ça qui sont symboliques, ou participer à des manifestations, des conférences, tout ça. Mais à tout moment, c'est ouvert à toute la population. Donc, nos activités, on va inviter vraiment tout le monde à être de la partie. Quels sont les bénéfices de devenir membre de votre organisme et qui peuvent le faire? Seulement les femmes ou... Non. Ben, au départ, le mouvement est parti, c'est 2 femmes qui l'ont mis en place. C'est des femmes qui sont connues là, publiquement, Laure Varidel puis Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc, une qui est plus en sciences de l'environnement, disons, mais plus au niveau sociologique. Bon, elle milite beaucoup, plus intellectuelle, disons, pour le dire comme ça. Puis une plus artistique, intellectuelle aussi. Mais bref, fait que le côté, on revendique avec avec la science, avec des données, tout ça, et il y a le côté aussi beaucoup artistique. Donc, ces 2 femmes, et puis ils se sont dit, ben nous, nos enfants ont peur veulent plus avoir d'enfants, tout ça, donc on va prendre le bagage, on va dire, OK, si personne bouge, ben les mères, elles, vont se mobiliser. Mais au fil des mois, des réflexions, on se disait, ben c'est Mères au front et alliées. L'idée, c'est de penser que on a des enfants, tout le monde autour de nous, fait qu'on peut s'inscrire dans ce mouvement-là en pensant à notre neveu, notre nièce, l'enfant de notre ami. C'est pas obligé on n'est pas obligé d'être mère pour en faire partie, mais on a décidé quand même de garder le nom. Fait que c'est ouvert à tout le monde, toute personne qui a envie de venir appuyer puis être dans l'optique de Mères au front, il y a pas de problème. Puis je pense que le bénéfice pour les femmes qui s'y engagent, les femmes et toutes les autres personnes, c'est une des meilleures réponses à l'éco-anxiété, c'est de se mettre en branle. Fait que s'asseoir avec des gens qui ont les mêmes préoccupations, qui ont envie de poser des actions, ça pourrait être signer des pétitions, ça peut être envoyer des lettres, on fait toutes sortes de choses. Ben ça donne un sentiment qu'on participe, puis ça aide à baisser l'anxiété face au changement climatique. Puis après, ben, on se rend compte graduellement que nos contributions, ben, ils peuvent changer des choses. C'est au niveau, ça peut être long, évidemment. On change pas le monde en 5 minutes, mais de se dire, OK, je contribue parce que je me mets en action, ben c'est gratifiant, puis c'est vrai que ça aide à calmer le hamster qui peut être terrifiant parfois. Fait que je pense que c'est le plus grand bénéfice, c'est de faire partie d'un mouvement, puis les talents de tout le monde sont mis à contribution, tu sais. Il y a des femmes qui vont prendre la parole, vont chanter, par exemple, pour redire ce qu'elles
qu'elles ont sur le cœur. Pour d'autres, c'est impossible de faire ça, mais elles sont bonnes pour faire autre chose, donc elles font autre chose. On peut s'inscrire dans le mouvement avec les forces qu'on a. Pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans les alliés? Bien, la Maison des femmes des Bois-Francs, d'abord et avant tout, c'est un organisme qui, dans sa mission, améliorer les conditions de vie des femmes. Je dirais, dans nos mandats, on a un mandat au niveau des services, au niveau des activités, mais on a aussi un mandat au niveau des actions collectives. Puis les actions collectives, c'est comme exemple la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée comme le 6 décembre en regard des violences, etc. Donc, la Maison des femmes a près de 43 ans maintenant. Donc, ça fait, disons, un bon petit bout qu'elle est enracinée dans sa communauté. Et elle a toujours été comme l'actrice, je dirais, de mettre en place ces activités-là. Sauf qu'avec les années, je vous dirais, la pandémie a été quand même, je dirais, un événement qui a fait en sorte que ça l'a permis, je crois, d'unir nos forces. Parce que à ce moment-là, même au niveau de la Journée internationale des droits des femmes, la Maison des femmes, on le faisait sur 2 territoires. On le faisait sur la MRC Érable, puis on le faisait sur la MRC Arthabasca. Donc, avec la pandémie, ben là, on s'est retrouvés justement à MRC Arthabasca. Il n'y a rien eu à ce moment-là. Tout était prêt à être réalisé, mais finalement, si vous vous souvenez bien, le 13 mars 2020, on avait l'annonce du gouvernement. Donc, c'est ce qui fait justement que en unissant nos forces, ben on peut allier justement, s'allier pour différentes causes. Au-delà de la Journée internationale des droits des femmes, on peut s'allier aussi par rapport à la Journée de la Terre, parce qu'on n'oublie pas que les femmes à Abénaquis sont avec nous, Mères au front également. Donc, chacune est comme porteur d'un enjeu. Et quand il y a quelqu'un qui est porteur d'un enjeu, ben les autres deviennent en soutien. Un peu comme la réalisation de ce qu'on vient vivre aujourd'hui. De quelle façon est-ce que vous travaillez pour améliorer les conditions de vie des femmes dans la société? Ben d'abord et avant tout, la Maison des femmes des Bois-Francs, de par ses 3 mandats, les services, améliorer les conditions, ça commence d'abord et avant tout au je. Et le je mène au nous, et le nous mène au collectif. Donc, d'abord et avant tout, toi comme personne, quand tu arrives justement, puis il y a des enjeux dans ta vie, déjà de faire en sorte de t'outiller pour t'amener justement à comme faire en sorte de rayonner dans ta vie, bien tout ça, ça a une réverbération aussi dans la collectivité. Donc, à ce moment-là, on a des services qui sont plus à l'individuel, de rencontres individuelles, et nous, on croit beaucoup au groupe, on croit beaucoup à la collectivité. Donc, à ce moment-là, on va orienter aussi les personnes vers le collectif, vers un groupe d'entraide, vers des ateliers, vers des formations pour outiller les femmes. Et ensuite de ça, ben arrivent justement les actions collectives. Donc, on est vraiment dans je dirais, dans un continuum au niveau de la communauté. Quels sont les services que les femmes demandent le plus chez vous? Je dirais, je répondrais vraiment avec le fait que quand même une grande proportion des femmes qui vont arriver à la Maison des femmes des Bois-Francs vont arriver avec un besoin personnel. Parfois, un besoin personnel tout simplement de briser l'isolement. Sentir que, bon, j'aimerais ça avoir une appartenance. Donc, elles vont venir à ce moment-là dans le groupe d'entraide ou dans un atelier ou dans une formation, etc. Puis ensuite de ça, ben justement, va arriver ces actions collectives-là où est-ce que les femmes vont dire « Hey, j'ai envie d'embarquer là-dedans, j'ai envie de célébrer également. » Puis quand je dis célébrer, c'est célébrer pour la cause. Donc, une Journée internationale des droits des femmes, comme elle va exister au 14 mars 2024, ben c'est les femmes de la communauté. La population est invitée, mais c'est les femmes de la communauté qui vont être là pour célébrer également. Par rapport à l'économie sociale, quelle est l'implication des femmes dans le démarrage des entreprises d'économie sociale? Notre organisme n'est pas en économie sociale.
Par contre, c'est sûr qu'on œuvre beaucoup dans un aspect, là, justement, d'améliorer les conditions de vie des femmes dans un contexte sociétal. Par contre, on va faire de la référence s'il y a des femmes qui arrivent avec des besoins, parce qu'à la Maison des femmes, je dirais qu'on a plusieurs volets. Tu sais, on œuvre autant au niveau de la santé mentale, la santé physique, on œuvre également les différentes formes de violence, au niveau de la pauvreté, l'appauvrissement. On tire plusieurs ficelles parce que tout n'est pas condensé dans un élément. Donc, puis tout est interrelié aussi chez une même personne. La santé mentale peut faire en sorte de se retrouver dans des situations d'appauvrissement parce qu'elle a perdu son emploi, etc. Fait que, tu sais, il y a un continuum dans lequel on doit voir la globalité de la personne. Mais dans ce contexte-là, oui, il pourrait y avoir l'accompagnement d'une personne, dire, OK, regarde, t'as perdu ton emploi ou quoi que ce soit, puis la rediriger peut-être vers une organisation, un organisme qui va la soutenir dans sa démarche. Quel est votre poste ici? Et moi, je suis une intervenante interculturelle auprès des femmes immigrantes. Je travaille pour le comité d'accueil international de Bois-Franc, puis je reçois toutes les femmes issues de l'immigration. Et quoi que ce soit son statut d'immigration, je suis dans l'obligation de recevoir les femmes qui subissent la violence conjugale. Quel est votre rôle pour les nouvelles arrivantes au niveau de la conscientisation des droits des femmes au Québec? En fait, mon rôle, c'est de sensibiliser les femmes envers ces droits. Parce qu'il y en a des femmes qui arrivent de différentes cultures qui n'ont pas les mêmes droits que les femmes ont ici au Québec. Donc, moi, comme intervenante, quand je vois des femmes qui subissent peut-être tout type de violence, je vais aller la voir, je vais lui parler. Puis mon rôle, c'est de faire des sensibilisations soit à l'école, soit dans des ateliers qu'on organise pour conscientiser les femmes de ses droits, de son autonomie, et de sa liberté, etc. Quels sont les types d'interventions que vous faites par rapport à la violence faite aux femmes? En fait, la première chose que je fais, s'il y a une femme qui subit la violence conjugale, la première chose que je vais faire, c'est de prendre la femme et la mettre en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, la mettre en sécurité? C'est de l'évaluer, faire une évaluation rapide, en urgence, puis savoir c'est quoi ses besoins. Si là où les femmes ont besoin d'être en sécurité, moi, je vais les référer dans des autres organismes, comme dans les maisons d'hébergement, par exemple. Et mon rôle aussi, c'est d'accompagner les femmes dans tout type de démarches, à la juridique, à la cour, au palais de justice, avec l'avocate ou l'avocate qui suivent les procès. Et on fait aussi avec les femmes, si elles décident de se prendre en main, moi puis la maison d'hébergement vont faire en sorte qu'elles puissent se développer dans leur autonomie. Donc, moi, je dois référer les femmes puis accompagner les femmes dans les démarches qu'elles vivent. Okay. En fait, pour t'expliquer mieux mon poste, les femmes arrivent ici avec un bandeau parce qu'elles ne savent pas c'est quoi ses droits. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais l'approcher, je vais enlever les bandeaux, puis elles vont voir la lumière. Est-ce que vous avez observé un changement social ou une amélioration des droits des femmes dans les dernières années? En fait, oui. Si je parle de la situation des femmes immigrantes, tantôt en conférence de presse, j'avais dit qu'elles vont oser d'aller intervenir dans une soirée comme le 14 mars parce que elles sont gênées, parce qu'elles ne parlent pas la langue, et donc elles osent de s'ouvrir. Puis c'est là où je trouve l'inclusion envers les autres femmes. Donc, oui, il y a une amélioration, il y a une ouverture, puis on se sent
inclusif dans cette société. Ma paix, c'est voir sortir de l'isolement une femme, puis la voir sourire en la jumelant avec une autre femme québécoise ou en faisant des activités avec des femmes québécoises. Quelle est la place que le Québec occupe à l'international du point de vue de la reconnaissance des droits des femmes? Oh, mais moi, statistiquement, je ne peux pas te dire, mais si je compare les pays, admettons, d'Amérique latine, d'où je viens, ou les pays musulmans, ou les pays de l'Afrique, je pourrais dire qu'ici, il y en a, on s'en va vers l'automatisation de la femme, l'empowerment des femmes. Est-ce qu'il y en a une place pour les femmes ici? Est-ce qu'il y a l'égalité? Dès que les femmes arrivent, il y en a le choc culturel parce que c'est là où les femmes se rendent compte qu'ici, les droits envers elles sont respectés. Puis c'est des choses qu'on ne voit pas dans les pays avec les femmes que je reçois, par exemple. Au niveau du bénévolat, est-ce que vous voyez plus de femmes ou d'hommes bénévoles au comité d'accueil international des Bois-Francs et pourquoi? Et en fait, ici, ça varie. Il y en a partout. Il y en a des hommes, il y en a des femmes. Mais dans mon cas, à moi, premièrement, je travaille avec des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Puis, pour mon travail, il faut que je trouve des bénévolats femmes. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est que je vais jumeler une femme victime de violences conjugales avec une autre femme québécoise d'origine. Parce que quand les femmes vivent la violence conjugale, elles vont avoir peur. Puis elles vont avoir aussi la honte. Donc, la honte pour sa communauté à elle. Donc, dans ce moment-là, moi, je vais travailler plus avec les femmes bénévoles qu'avec les hommes. Mais ici, au comité d'accueil, il y en a autant de femmes que des hommes qui viennent faire du bénévolat. Mais mon travail, c'est un peu spécial. Vous avez entendu l'annonce du groupe féministe allié en attente pour la Journée internationale des femmes du 8 mars 2024. Maintenant, nous nous occupons de l'implication sociale de la maison de production audiovisuelle Jeune Camion. Jeune Camion utilise des vidéos et ressources créatives pour l'éducation des jeunes. Le directeur général de cet organisme au but non lucratif, Yvonne Bourbonnet, nous a visités dans notre studio de Plessisville pour lancer une invitation aux jeunes de la MRC de l'érable. L'idée, c'est de monter une offre de théâtre ou enregistrer en vidéo l'intervention d'un personnage à partir de pièces qui sont riches en langue française. Le but, c'est de sauver les Français devant l'utilisation de l'anglais ou des autres langues étrangères au Québec. Jean Camion aide au montage de la pièce de théâtre ou reçoit des enregistrements vidéo pour augmenter la conscience des jeunes sur la protection de la langue française. À l'inscription des jeunes, cette maison de production assigne un texte de réplique. Tous les détails sont expliqués par Yvonne Bourbonnet dans cette invitation de participation pour les jeunes de l'érable. Bonjour, Monsieur Yvonne, et bienvenue. Merci, ça me fait plaisir. Pourquoi est-ce que vous êtes ici à Plessisville aujourd'hui? En fait, nous, on reçoit régulièrement des mandats du gouvernement du gouvernement du Québec principalement pour réaliser des projets avec les jeunes dans les écoles ou dans les municipalités. C'est ça, on a un projet qui a un lien avec le théâtre dans le but de valoriser le français auprès des jeunes, mais aussi auprès des nouveaux arrivants qui viennent de s'établir dans la région. D'accord, vous êtes le directeur général des productions Jeune Camion. Quelle est la mission de cette organisation? C'est d'utiliser la vidéo ou bien le théâtre pour pouvoir aborder des sujets variés qui concernent les jeunes principalement. Droits, obligations, responsabilités des jeunes. Il y a aussi la sécurité sur la route, le théâtre, la valorisation du français, l'importance de bien s'exprimer, s'intégrer en tant que citoyen. Donc, c'est très le racisme aussi, contrer le racisme, contrer la violence, c'est des thèmes qu'on aborde à travers nos différentes activités. Monsieur Yvonne, et pour vous, quelles sont les principales sources de distraction des jeunes, justement par rapport à la langue française? Des distractions, c'est certain que quand on fait de la promotion, disons, d'une émission de télévision, les jeunes
c'est ça, je pense, sont influencés beaucoup par les émissions américaines. Les tendances, ils vont suivre justement la mode américaine. Ou c'est ça, quand je m'exprime comme ça, je mets pas tout le monde dans le même bateau. Mais je vous donne un exemple. J'étais en train de réaliser au début de l'année dans une école un projet en théâtre. Puis c'était principalement des jeunes qui viennent de l'extérieur. Ils parlent français, c'est des francophones, sauf que ils connaissent pas du tout la culture québécoise. Ils connaissent pas du tout les films, les émissions du Québec. Donc mais ils connaissent très bien les acteurs anglophones, les émissions anglophones, les séries qu'ils écoutent, qui suivent sur Netflix ou sur Prime. Tout est en anglais. Donc, c'est certain que ça, c'est très fort. Il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour valoriser la culture du Québec auprès des jeunes. Et comment est-ce que le théâtre peut aider justement à préserver les Français social, oui? D'abord, le texte des pièces de théâtre, c'est écrit en français. Ceux qui ont participé à la création des textes, c'est des élèves qui sont en théâtre. Puis, c'est ça, ils se sont prêtés au jeu d'écrire la pièce de théâtre, mais en ayant une richesse de mots et de vocabulaire dans les différentes pièces de théâtre. Et quelles sont toutes les possibilités qu'il y a pour que le projet fonctionne? Comme il est né et aussi comment il se transforme dans le temps. Donc, qu'est-ce qui est toujours possible, c'est de monter de toute pièce, une pièce de théâtre sur scène, sur les planches. Donc, de là l'idée, le théâtre sur les planches. Donc, le français sur les planches, ben c'est ça par rapport au théâtre, effectivement. Donc, télécharger une des 4 pièces de théâtre, distribuer, c'est ça, les rôles à travers, c'est ça, les élèves dans une école ou des jeunes dans une municipalité, trouver justement les accessoires, les costumes, le visuel, le décor et monter la pièce de théâtre sur scène. Ça serait notre idée principale, idéale, qui serait, c'est ça, un plus, évidemment. Mais pour ceux qui veulent que le projet fonctionne, mais qui trouvent ça trop ambitieux de monter une pièce de théâtre, on propose justement un plan B, une solution pour inclure le plus de jeunes dans le projet à travers le projet de la distribution des capsules, pas des capsules, mais des répliques finalement à chacun des jeunes pour réaliser des petites capsules vidéo, effectivement. Ouais. Mais Yvonne, vous avez fait une invitation pour les jeunes au Québec, justement à propos de la langue française. Je vous invite à voir les capsules vidéo et après, vous pouvez nous expliquer un peu sur ça. Excellent. D'accord. On a pensé à un super concept. C'est vraiment pas compliqué. Tu prends ton téléphone, tu demandes à un ami de te filmer, et puis tu donnes vie à ta réplique. Amuse-toi, tu peux faire 2-3 versions de ta réplique, puis de toute façon, on va faire une sélection après ça. On a hâte de voir les résultats. C'est très simple. Vous avez jusqu'au 1er avril pour nous partager votre réplique. C'est très facile de participer. Pour avoir toutes les informations, allez au site qui apparaît au bas de l'écran. À toi, Drew. On a regardé déjà la capsule vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Qu'est-ce qui en fait, ce qu'on veut que les jeunes gardent en tête, c'est que c'est simple à faire. Donc, nous, on va attribuer une réplique. Il y en a peut-être 5000 répliques à travers les 4 pièces de théâtre, principalement dans les classes de français, secondaire 1 à 5. Il y a même des classes en 6e année. Donc, l'idée, écrivez-nous. On va vous envoyer une réplique, puis comme c'est expliqué dans la capsule vidéo, demande à un ami où tu peux mettre le téléphone sur, c'est ça, un genre de petit trépied ou sur une tablette, et tu te filmes pour qu'on puisse te voir en train de donner vie à ta réplique, mais essaie de donner le plus d'expression possible. De donner vie à une réplique, finalement, c'est donner une bonne intention, tout ça, à la réplique, c'est ça qu'on va vous attribuer. Puis le montage vidéo va se faire pendant tout le mois d'avril. Donc, la date limite, c'est le 1er avril pour nous acheminer par courriel, c'est ça, justement, votre capsule vidéo filmée. Donc, zéro stress, ça s'adresse aux élèves qui sont en 6e année, puis aussi de secondaire 1 à 5. Et est-ce que l'invitation que vous faites dans la capsule vidéo est aussi pour les jeunes de la MRC de l'Érable?
Oui, c'est de tous les jeunes de partout au Québec. Puis si, disons, il y a des personnalités locales qui veulent participer au projet, on est ouvert. Ça peut être des entrepreneurs aussi parce que, bon, on cible surtout les jeunes, mais s'il y a des entrepreneurs locaux qui veulent jouer le jeu, donner vie à une réplique, on les invite aussi. Une participation collective. C'est sûr qu'avant tout, c'est les jeunes à qui on s'adresse, mais évidemment, la MRC de l'érable, vous êtes les bienvenus, évidemment. Il n'y a pas alors un âge ciblé, non? Ben, on cible les 12 à, disons, à 17 ans. Mais c'est certain qu'on ne dira pas non à un entrepreneur qui veut s'amuser à donner vie à une réplique, parce qu'on en a comme 5000 à peu près répliques à distribuer. Donc, on espère que chacun va, en tout cas, qu'on va réussir à rejoindre nos objectifs. Là. Donc, voilà. Et est-ce que les élèves qui veulent participer doivent avoir leur appui de l'école où ils étudient? Ben, idéalement, oui, mais sinon, ils peuvent le faire de façon autonome sans le mentionner à l'école. Ils peuvent le faire de façon autonome, il n'y a aucun problème. Mais vous avez cherché des subventions, des fonds pour faire les projets? Ah, le fonds qui nous supporte, c'est un fonds qui provient du gouvernement du Québec, donc dans le but de valoriser justement le français auprès des jeunes. Voilà. Monsieur Yvon, pour terminer, est-ce que vous pouvez donner un message à la population de la MRC de l'érable pour inviter les gens à participer? Je veux que les gens retiennent que c'est une activité qui est simple, c'est gratuit. Puis le site web, c'est le www.jaunecamion.com. Donc, il faut suivre le lien du projet Le français sur les planches. Ils peuvent cliquer directement sur la fiche puis avoir accès directement au lien aussi du projet sur le site web, évidemment. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, puis je rappelle que c'est le 1er avril, la date limite, idéalement, pour pour nous envoyer votre petite capsule vidéo. Donc, voilà. Monsieur Yvon, merci beaucoup pour être ici et pour toute l'information. Ça me fait plaisir. Dans cette édition de l'érable approfondie, nous nous sommes occupés des sujets suivants. La conférence de presse du 14 février 2024 du groupe féministe Allié et l'implication sociale de la maison de production Jeune Camion pour préserver la langue française. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission Érable approfondie. Nous vous invitons à regarder aussi la mission Érable en bref à chaque semaine. Il faut se rappeler qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi sur notre site internet www.tvce.org. Maintenant, c'est le temps de vous dire à la prochaine et bonne fin de semaine.